Bienvenue sur le podcast des Overthinkers où à chaque épisode on répond à une question qui commence par "et si?" et la réponse c'est souvent qu'on verra finalement, qu'on lâche prise et qu'on s'en fout. Et c'est totalement le thème de l'épisode du jour parce que la question aujourd'hui c'est "et s'il ne m'aimait pas?" Donc, ou si il ou elle ne m'aimait pas d'ailleurs. Ça va clairement porter sur le regard des autres. J'ai été inspirée par une question que j'ai reçue de l'une d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez aussi vos questions qui commencent par "et si", auxquelles vous voulez que je réponde. Vous pouvez le faire soit en dessous si vous êtes sur YouTube ou Spotify, donc dans les commentaires, soit vous pouvez l'envoyer sur mon Instagram qui est @onverra.podcast. Vous pouvez les envoyer en privé ou les commenter sous les posts, comme vous voulez. Et là, du coup, la question du jour m'a été inspirée par une question qui était "et si je me lançais dans tel projet, que penseraient mes proches?" Entre parenthèses, la peur du regard des autres. Ça va totalement parler de ça, mais pas que, parce que j'ai envie d'élargir un peu le sujet, parce que je pense qu'il n'y a pas que la peur du regard des autres dans nos projets, mais aussi je pense la peur du regard des autres dans notre vie quotidienne. Je tiens à mettre un petit disclaimer que la peur du regard des autres, des fois, c'est aussi de l'anxiété sociale et des trucs comme ça, et là, je dis pas que je pourrais vraiment régler ce problème chez vous. Enfin, je pense que l'anxiété sociale, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Enfin, il y a plein de trucs à voir de manière générale, hein, d'ailleurs, sur tous les sujets que je vais aborder sur ce podcast. Je pense que si jamais ça n'y répond pas, je conseillerais toujours d'aller plus en profondeur, que ce soit avec des professionnels ou en mode grosse introspection sur vous-même, parce que je peux pas... Enfin, là, c'est assez général ce que je vais dire enfin, en général, voilà, dans le podcast. Du coup, je sais pas si je vais tout le temps réussir à aller dans les détails. C'est un peu le but après, plus le podcast va évoluer, plus je pourrai aller de plus en plus dans des détails. Mais là, du coup, ce sera assez général. Du coup, comme j'ai dit, on va parler de la peur du regard des autres dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle, surtout dans le cadre des projets artistiques ou des projets qui sortent un peu de l'ordinaire sur lesquels les gens pourront avoir un regard critique de manière générale. Et la conclusion, je la spoil d'avance, mais je trouve ça important de savoir où on va, c'est que en général, quand on a peur du regard des autres, ça relève vraiment d'un problème de perception de nous-mêmes et pas forcément d'une réalité. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui peuvent me dire, bah non, des fois on est vraiment critiqué, ou il y a vraiment des gens qui pensent du mal de nous. Mais même ça, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave, et c'est du coup tout ce que je vais essayer de débunk dans l'épisode, parce que on se rend pas compte à quel point nous-mêmes on influence notre perspective des autres. Et bien sûr que des fois il y a des gens qui nous critiquent, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui sont vraiment vraiment pas cool et totalement dans le jugement. Mais même ça, du coup, on va se dire que si c'est des gens comme ça, et ben on les laisse de côté. Mais en général, je pense qu'on a limite plus peur des gens proches de nous qui sont justement bienveillants entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que des fois c'est pas toujours le cas. On a plus peur du regard des gens qu'on connaît plus que celui des inconnus. Même si celui des inconnus il fait un peu peur, mais du coup je vais vraiment essayer de l'approcher avec ces deux prismes, donc du coup les gens qu'on connaît et les inconnus aussi. Et du coup, le plan de cet épisode, c'est que dans la partie où on va parler du regard des proches qu'ils ont sur nous, dans le cadre relationnel et dans le cadre professionnel. La deuxième partie, ce sera du coup le regard des inconnus sur nous. Et la troisième partie, que je la trouve, c'est du coup on se pose forcément la question, et si ils ne m'aimaient vraiment pas du coup, genre que ce soit du coup nos proches ou des inconnus, et si vraiment ces gens ont un problème avec nous, comment faire? Je vais répondre à tout ça dans cet épisode, c'est parti. Je suis morte, je viens de vous faire un "c'est parti" par Mario Kart alors qu'on n'a rien à voir. Là on va parler vraiment du regard des proches du coup sur nous. Je vais commencer par le cadre relationnel, donc vraiment de la vie de tous les jours on va dire. Pour l'instant on va pas parler du professionnel. Mais du coup je pense que dans la vie de tous les jours on peut vite comprendre si on est des overthinkers ce que c'est de justement se réfléchir à le comportement de quelqu'un, si quelqu'un nous aime bien ou pas, que ce soit vraiment un proche ou une connaissance hein, d'ailleurs. Et je sais pas si, bon je dis je sais pas mais je pense que si, vous pouvez sûrement vous identifier au sentiment d'overthinker un message ou un comportement qui peut paraître un peu froid à un moment alors que peut-être la personne de base elle est hyper solaire, hyper joviale autour de vous et là d'un coup elle va paraître un peu plus froide, par message elle va pas mettre d'emoji et vous allez péter votre crâne. Alors ça déjà pour debunk de manière générale cette pensée-là, sachez que tant qu'on ne nous dit pas directement qu'il y a un problème, autant se dire qu'il n'y a pas vraiment de problème. Après je sais
qu'il y a une limite à cette pensée, c'est que bien sûr des fois il y a un problème, mais juste les gens ils le communiquent pas et ils nous le disent pas, ils nous le font comprendre et il faut quand même qu'on fasse aussi attention aux gens et qu'on fasse preuve de considération, ça c'est ma bataille, genre vraiment c'est hyper important pour moi la considération dans la vie. Du coup je vais jamais dire de vous en foutre des émotions des autres et de jamais réfléchir à ce que l'autre personne peut potentiellement penser, mais qu'il y a toujours un équilibre à avoir entre overthinker un ok de quelqu'un et overthinker, enfin et ne pas du tout considérer la personne et s'en foutre complet de tout ce qu'elle peut penser et ressentir. Donc c'est sûr qu'il y a un entre-deux à trouver, mais après moi je me dis aussi souvent que c'est aussi de la responsabilité de la personne d'en face si elle vous en veut pour un truc ou si vraiment elle est froide pour une vraie raison entre guillemets, de vous en parler. Après bien sûr on a toujours un rôle à jouer dans la vie des autres comme j'ai dit et donc du coup c'est important de savoir se remettre en question parfois, mais encore une fois cette remise en question doit avoir une limite, ne pas aller jusqu'à l'anxiété et de vraiment se dire bah il y a un vrai problème, la personne elle me déteste, enfin là c'est vraiment en extrême. Je prône toujours l'équilibre et les nuances, donc du coup si jamais vous sentez vous-même que vous allez dans une sorte d'extrême et que vous dites la personne me déteste juste parce qu'elle m'a répondu ok sans emoji, ça c'est pas totalement à banaliser quoi, c'est pas un truc où on se dit ouais non là je fais juste preuve de considération, là je dirais plus que non vous faites preuve de pure peur et d'anxiété. Alors que si on va dire c'était plus enfin vraiment vous auriez senti un vrai truc et vous vous serez dit ouais là il y a un problème, il y aurait plus ce côté-là, soit même vous-même en fait vous irez communiquer, peut-être que vous irez voir la personne en disant bah est-ce que là il y a un truc, est-ce que tu m'en veux pour quelque chose, ou sinon vous attendrez juste que l'autre personne aussi elle le fasse parce que on peut pas toujours prendre sur nos épaules les émotions de tout le monde et se dire que c'est à nous d'être stressés ou de gérer ce truc-là vis-à-vis des gens. Parce que eux aussi ont la responsabilité de venir communiquer avec vous si jamais il y a un vrai problème avec vous et que vous pouvez pas deviner et être dans la tête de tout le monde non plus. Après, comme j'ai dit, si jamais vous avez envie, que vous le sentez, vous avez totalement le droit d'aller demander à la personne est-ce qu'il y a un problème en ce moment et essayer de le régler. Après, il y a quand même une limite aussi à la communication parce que je sais qu'il y a des gens qui du coup cherchent beaucoup, comment on dit, j'allais dire la rassuration, ce n'est totalement pas un mot, mais le fait d'être rassuré constamment et donc du coup vont tout le temps être en mode tu me fais la gueule, tu me fais la gueule, tu me fais la gueule, c'est lourd. Ça je vais pas vous mentir, c'est extrêmement chiant et je dis pas ça pour vous dire que vous êtes une horrible personne si vous faites ça, mais faut se l'avouer, là ça peut créer des sortes de conflits si c'est H24 et si vous communiquez trop entre guillemets parce que de tout le temps dire est-ce que tu me fais la gueule juste parce que vous-même vous avez interprété beaucoup de choses à votre sauce et via vos insécurités à vous et que H24 vous allez demander aux personnes autour de vous s'il y a un problème alors que de base vraiment il n'y en a pas et que c'est vous pouvez sentir je pense quand c'est vos peurs qui parlent plutôt que la réalité, même si je sais que c'est difficile mais on va en parler d'ailleurs dans ce même chapitre. Mais du coup, c'est une limite à trouver, enfin de jamais aller dans des extrêmes. Ça veut dire de, comme j'ai dit, full anxiété, j'ai l'impression que tout le monde me déteste. Penser que les gens nous détestent, c'est quand même un big ass truc. Hein. Faut pas, je pense, banaliser ça aussi. Le fait de autant être parano, et je dis pas parano dans le mauvais sens du terme, en mode vous êtes des gens fous et folles, mais juste c'est un peu de la parano, c'est pas basé sur une réalité. Et ensuite il y a l'autre extrême où vraiment là on se dit je m'en fous de à quel point est-ce qu'ils m'en veulent ou pas, ils peuvent m'en vouloir, je m'en fous, voilà. L'entre-deux comme d'habitude, mais après très souvent sachez que si vous êtes une personne justement un peu comme moi d'ailleurs qui overthinkait beaucoup, il y a de grandes chances que la plupart du temps ce soit plus un problème qu'à avoir avec vous et ce n'est pas pour vous rejeter la faute dessus mais c'est que mais c'est censé vous rassurer aussi de vous dire que non, il n'y a pas une réalité dans le monde, que tout le monde vous déteste pardon, et c'est surtout un rapport avec votre manière de prendre personnellement les choses. Ça aussi, il y a plein de raisons de pourquoi est-ce qu'on prend personnellement les choses. Des fois, on a vécu, je sais pas, de l'harcèlement. Des fois, on a vécu avec une famille qui est hyper critiquante ou avec des proches hyper critiquants. Et c'est dur. Du coup, on a pris cette habitude de se dire que les gens ne nous aiment pas, en fait, tout simplement. Et ça peut être beaucoup plus profond. Donc là aussi, pareil, je vous invite
à pousser vos propres recherches vis-à-vis de vous-même parce que c'est aussi du cas par cas. Mais là, je vais prendre un exemple assez banal que je pense qu'on connaît tous, mais on a tous déjà on a tous déjà eu, des interactions un peu bizarres, sans aucune complicité, un peu awkward avec les gens. Vraiment des moments gênants, juste. Soit, comme j'ai dit, on n'a aucune complicité avec la personne, et très souvent, dans ces moments-là, on va se dire que c'est nous le problème. On va un peu remettre la faute de l'interaction de manière générale sur nous, en disant c'est nous, on n'est pas assez drôle, on n'est pas assez intelligent, on n'arrive pas à créer du lien, on est nul, on a été trop bizarre, on a dit la chose qu'il fallait pas, la personne a été froide avec nous parce qu'elle ne nous aime pas. Genre vraiment, ça a un rapport avec nous, mais c'est de manière hyper interne en fait. Genre c'est qu'on prend mes persos à un point, et faut se dire que dans ces moments-là, ce n'est pas réel la plupart du temps. Bien sûr qu'il y a des moments où juste on est avec une personne qui ne nous aime pas. Franchement, je vais pas vous mentir, ça peut arriver, hein. Mais ça, je vais le debunk comme je dis dans ma troisième partie, où on va vraiment aller dans le vif du sujet de si vraiment on est face à quelqu'un qui nous aime pas. Mais je vous assure que la plupart du temps, ce n'est pas ça. Genre ce n'est pas un fait en mode si vous avez wow, j'arrive plus à parler. Si vous avez une interaction bizarre avec quelqu'un, ça ne relève pas que de vous. On est deux ou des fois plus que deux dans des relations. Enfin, il n'y a pas tout qui nous retombe dessus, quoi. Des fois, même l'autre personne, elle peut se dire est-ce que moi j'ai été bizarre? Enfin, on regarde toujours via notre propre prisme. Il y a un truc un peu égocentrique et égocentré, mais c'est normal, je pense. Enfin, c'est comme ça qu'en tant qu'humain, en effet, c'est qu'on pense à nous en premier, donc du coup en pensant à nous, on pense à quel point est-ce que nous on a un impact sur telle ou telle relation. Des fois c'est bien, mais des fois il y a aussi des moments où comme là, ça nous dessert un peu plus. Et sachez que du coup, dans ces moments où je vous dis que ce n'est pas réel, le fait que vous pensez qu'ils vous détestent, il y a d'autres choses qui le sont par contre, qui sont réelles et qui peuvent vous rassurer. C'est que les gens agissent en fonction d'eux. Je pense que vous l'avez entendu des millions de fois, même vous-même, en fait, regardez chez vous. À quel point est-ce que des fois dans des relations, enfin dans des interactions sociales, pardon, vous allez réagir en fonction de votre humeur du jour ou du moment en question et pas de la personne. C'est pas un truc à prendre vraiment personnellement. Il y a plein de fois où moi j'ai vécu des mauvaises journées, j'étais un peu plus froide alors que la personne m'avait pas fait quoi que ce soit. Ou sinon des fois juste, je sais pas, j'ai mal au ventre, je suis inconfortable dans mon propre corps, donc du coup je commence à être un peu plus nerveuse. Ou des fois je suis occupée, je suis sur mon téléphone à faire un truc et quelqu'un vient me parler et du coup je peux répondre de manière un peu sèche. On a toujours l'impression dans ces moments-là que même nous, on agit super bien et que non, nous on fait toujours preuve de considération envers tout le monde, qu'on est toujours hyper joviaux devant les gens et tout, mais en vrai on s'en rend pas compte que des fois même nous, on peut avoir un comportement un peu, comment dire, désintéressé face à une personne, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, et que des fois ça n'a vraiment rien à voir avec la personne en face. Et moi je suis sûre qu'en tant qu'humain, quand on a une interaction un peu gênante, un peu bizarre avec quelqu'un, très souvent c'est un rapport, enfin c'est un miroir de ce que l'autre personne est en train de vivre, ou des fois nous-mêmes. Et du coup c'est encore moins à prendre perso. Et aussi une autre chose qui est du coup réelle comparée au fait de se dire que la personne nous déteste, c'est que c'est aussi humain en vrai de pas être compatible avec tout le monde, et que ça ne veut pas dire un manque d'amour ou ce truc là de il me déteste. Moi ça m'arrive très souvent dans la vie de comprendre que je n'ai aucune compatibilité avec une personne, on n'y arrive pas. Genre vraiment, il est là, je suis là, on est comme ça. On n'arrive pas à se joindre. Et je me dis, c'est ok, c'est pas grave s'il y a un petit mur entre nous. Je suis pas obligée de casser les murs avec tout le monde sur Terre. Sinon, je pense que ça serait un peu long d'essayer de me faire aimer par absolument tout le monde. Donc du coup, il faut juste des fois accepter aussi qu'il y a des gens avec qui on n'a pas de compatibilité, et que ça veut pas dire qu'il y a ce mot de détester, de haine qu'ils ont envers nous. Si on n'a pas de complicité avec quelqu'un, on ne peut pas, en tout cas si on reste authentique et si on veut rester aligné à nous-mêmes, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et on peut pas être besties avec tout le monde aussi. Donc ça aussi, il faut l'accepter. Et une autre chose qui est réelle, qui peut vous rassurer, c'est que tant qu'on ne dit pas de manière générale des choses hyper graves, c'est-à-dire des choses racistes, misogynes, hyper premier degré, vraiment qu'on est très 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 maladroit sur ce genre de sujets qui peuvent vraiment sincèrement blesser, en vrai c'est que ça va. Si dans votre interaction sociale vous n'avez pas dit des grosses dingueries comme ça, c'est que même si la personne est un peu froide, un peu gênée avec vous, qu'il n'y a pas de complicité, que c'était bizarre,
bah c'est pas très grave. Vous voyez, enfin je veux dire, ça arrive à tout le monde d'avoir des interactions un peu gênantes, même aux personnes les plus extraverties, même aux personnes les plus sociables, ça arrive à tout le monde d'être des fois pas dans le mood hein, aussi de parler. Donc c'est important de pas prendre ces choses-là personnellement et je sais que sur le moment c'est dur. Mais dans ces moments-là justement où on est en plein dedans, donc par exemple là vous venez de ressortir d'une interaction sociale un peu bizarre avec quelqu'un et que vous commencez à tout prendre perso en vous disant oh non qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû dire ça comme ça, peut-être qu'il ou elle l'a mal pris, peut-être que j'ai juste été gênante, peut-être que je sais pas j'étais mal habillée, elle m'a jugée, peut-être que je sais pas, il y a un truc où là vous le prenez perso, vous êtes en plein dans vos feelings, en plein dans ce moment-là. À ce moment-là, de se dire que tout ce que vous êtes en train de vous dire, il n'y a rien qui est justifiable ou qui est bon pour nous, dans le sens où ça ne nous sert à rien en fait de penser ça. Vous voyez, genre, je sais que dans ces moments-là, on croit avoir un sens de contrôle parce que c'est pour ça qu'on y réfléchit autant. En général, quand on overthink dans la vie, c'est qu'on pense pouvoir avoir le contrôle sur tout parce que si on overthink tout, donc si on surréfléchit à tout et qu'on analyse tout, c'est qu'on a un contrôle dessus parce qu'on saura comment réagir, on saura comment être, on connaîtra les réponses de tout dans la vie, on a la vérité face à nous et tout. On a l'impression de pouvoir pré-shot tout ce que quelqu'un pourrait même nous reprocher, alors qu'en vrai, je vous assure que dans ces moments-là, on creuse dans le vide. On croit céder, hein. On croit qu'on est en train de nous faire du bien, de, comme j'ai dit, contrôler, etc. Mais non, en fait, on creuse dans le vide et on croit avoir des bons arguments parce qu'on va se dire, bah non, mais regarde, c'est justifié ce que je dis parce que la personne, elle était vraiment gênée, donc elle était sûrement gênée parce que j'ai dit un truc, ou elle était gênée parce que j'étais pas belle, ou voilà, il y a un problème, il m'aime pas en fait, il ou elle me déteste, voilà, c'est tout. Ça repose aussi beaucoup, comme j'ai dit, sur la perception biaisée qu'on a de nous-mêmes. Très souvent, si on prend tout perso, c'est que nous-mêmes, on pense certaines choses de nous. Moi, il y a eu plein de moments où j'ai eu des interactions avec les gens et je me disais, oh là, j'ai parlé par exemple, je sais pas, de ma vie amoureuse et la personne, elle m'a un peu critiquée. Bah peut-être que c'est parce que même moi, je m'auto-juge en fait sur mes relations amoureuses. Peut-être que moi je me rends compte qu'il y a des problèmes parfois mais que je l'assume pas. Ou peut-être que juste même moi j'arrive pas à m'accepter comme je suis et du coup j'en veux aux autres de pas m'accepter. Et je pense que très souvent ça tout revient à nous, c'est un miroir comme je disais tout à l'heure. Donc ça peut être un miroir de l'autre personne mais comme j'ai dit ça peut aussi être un miroir de nous-mêmes. Juste notre propre perception, elle est tellement forte et tellement aussi mauvaise sur nous que on se dit que la personne doit le ressentir. Après moi je suis pas non enfin je dis pas que c'est impossible parce que moi je pense que quand on n'a pas confiance en nous par exemple les gens peuvent le sentir. Quand on n'aime pas quelqu'un ça peut se sentir, vous voyez je crois aux énergies et tout ça donc je pense qu'il y a une forme de vérité là-dedans mais qu'on extrapole de malade et qu'on ouais, qu'on prend une gravité folle alors qu'il n'y en a pas. Vraiment, si là vous ressortez d'une interaction sociale bizarre, même avec quelqu'un que vous aimez bien et que du coup vous dites ah bah peut-être la personne n'est même pas en retour, c'est gênant, du coup c'est chiant, etc. Non. Et puis la plupart du temps, c'est vraiment encore une fois que vous avez dû prendre perso un truc parce que vous-même, en fait, votre avis sur vous-même, il est nul. Genre vous avez un avis sur vous-même qui est tellement horrible et vous vous jugez sur tellement tout que comme je dis, vous persuadez que les gens vous jugent pour ces choses-là aussi. Et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un texte sur Instagram il n'y a pas longtemps, je vais essayer de vous le retrouver. Il disait que enfin ça faisait écho sur le fait d'à quel point c'est pas normal en fait de tout prendre perso parce que c'est pas même c'est même pas quelque chose à banaliser finalement. Je l'ai là donc ça disait bon là je vais vous le lire en anglais, je vais essayer de vous le traduire après en français, mais growing up is actually all about realizing people don't oula là là, non je vais vous le lire en français, je pense que c'est mieux parce que là j'allais vraiment bref, je vais vous épargner ce moment-là, mais qu'en gros, quand on grandit, on commence à réaliser que les gens ne nous détestent pas de manière normale et profonde. Enfin, il y a pas, c'est pas normal qu'on se dise que les gens nous détestent naturellement. Vous voyez, parce que quand on se dit que telle ou telle personne nous déteste, on croyait que c'est facile de nous détester. Ça ne l'est pas, à part, comme j'ai dit, si vraiment vous êtes une personne haineuse qui lançait des trucs racistes et misogynes et tout ce que vous voulez de manière premier degré et que vous êtes un ou une grosse facho, ok, là, faut vraiment vous remettre en question. Mais si vraiment vous dites rien de mal sur l'humanité, vous êtes juste une personne lambda qui vit sa petite vie et qui ne fait rien de fou, je ne vois pas en quoi quelqu'un pourrait vous détester, ou sinon quelqu'un, la personne qui vous déteste,
c'est peut-être justement une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous dans ce cas-là. Et là, faut juste vous dire, bah, cette personne, ça dégage en fait, honnêtement. Et la suite du texte, il dit que un jour, enfin, je vous traduis du coup là, j'essaie de traduire, mais qu'un jour j'ai dit à quelqu'un, quand on n'est pas ensemble, j'ai l'impression que tu dois me détester, et je t'imagine recevoir une notification de moi, enfin un message de moi, et quand tu vois mon nom, tu commences à soupirer parce que je suis aussi chiante que ça. Et la personne lui a répondu, bah, c'est un peu méchant, j'aurais espéré que tu m'imagines pas de cette manière-là. Et je trouve ça super beau parce que ça montre encore une fois à quel point finalement quand on pense ce genre de choses et qu'on prend tout perso, ça vient de nous, parce que là la personne elle s'est vraiment fait un film sur le fait que quand on envoie un message à quelqu'un, la personne elle est en mode oh, oh non encore elle. Et je suis totalement comme ça, moi c'est vraiment le truc qui m'arrive très souvent, c'est que j'ai tellement peur de déranger très souvent que j'ose pas envoyer de message, ou sinon même quand j'ai besoin d'aide, j'ose pas forcément demander de l'aide. J'ose pas faire le premier pas vers des gens parce que je me dis ah, est-ce que je vais passer pour une forceuse, est-ce qu'ils vont se dire ah, elle est tout le temps là celle-là, elle est chiante, elle me parle H24, le tunnel et tout ça, enfin vous savez j'ai peur très souvent d'aller envoyer des messages à des gens. Et j'ai souvent eu ce sentiment-là où ils devaient se dire eux aussi oh non, elle me saoule à m'envoyer des messages, à voir mon prénom et être saoulée par moi de loin. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas normal de penser comme ça, enfin de penser ça comme ça. C'est pas, enfin ça repose pas sur des faits, à part sur le fait que moi je pense et je suis persuadée que les gens me détestent. Je veux dire en fait de penser qu'on est aussi facilement détestable alors qu'on fait rien de mal très souvent, c'est quand même, enfin ça montre à quel point on a un problème avec notre propre personnalité et que c'est vraiment de l'insécurité en nous-mêmes et que du coup il n'y a aucun argument qui va venir justifier en fait ce truc-là. Même si on pourrait dire oui mais c'est parce que des fois je peux être un peu chiante, des fois je peux être un peu relou, des fois je peux mettre un peu des petits tunnels, des fois peut-être que mes problèmes ça n'intéresse pas la personne, ok. Mais je veux dire jusqu'à vous détester, enfin je veux dire c'est quand même comme a dit la personne, c'est méchant. Enfin si les personnes autour de vous vous détestent, bah, qu'elles vous parlent plus en fait. Enfin, je veux dire si c'était vraiment ça le problème, parce que là encore une fois on parle pas des inconnus, on parle des personnes que vous connaissez. Si vraiment elles ont un problème à ce point-là avec vous, bah juste vous parlez plus et puis voilà. Mais si jamais la personne est encore dans votre vie, c'est que ça va. Ou sinon si c'est pas des relations très proches, mais vous savez des connaissances qu'on croise des fois dans la rue ou voilà, j'ai envie de vous dire on s'en fout encore plus, hein, parce que à quel moment est-ce que des personnes que vous croisez à peine et que vous voyez à peine, que vous aimez même pas peut-être plus que ça, ont la chance entre guillemets d'avoir un tel pouvoir dans votre vie et de vous faire overthinker jusqu'à 4h du matin dans votre lit en vous disant mais là si j'ai dit ça à la personne elle va me trouver bizarre, si... Non. Vraiment, quand je me dis qu'on s'en fout, c'est qu'on s'en fout. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une importance dans le fait de savoir aussi faire la différence entre intuition et anxiété, quand je vous disais qu'il y avait toujours une limite entre les... Enfin, un équilibre à avoir entre les choses. Par exemple, quand on overthink trop sur la personne qui nous déteste, c'est de l'anxiété. En vrai, d'être sûr et persuadé qu'une personne nous déteste, c'est purement de l'anxiété. Alors que si c'était de l'intuition, je vous assure que vous aurez pas aussi peur. Même si ça peut être négatif, même si ce que vous apprenez est négatif. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai vachement commencé à ressentir dans ma vie de tous les jours. Parce que même moi, je me suis souvent posé la question de c'est quoi en vrai la différence entre intuition et anxiété. Parce que très souvent, j'ai l'impression de trouver des justifications et des arguments à mon anxiété, alors que c'est vraiment que mes peurs. Mais en fait, l'anxiété, justement, c'est la peur. Si vous avez la boule au ventre et que vous n'êtes pas bien, sachez c'est que c'est forcément, c'est de l'anxiété, voilà. Il y a 99% de chances que c'est de l'anxiété. L'intuition, elle est beaucoup plus calme, même si ce dont vous vous rendez compte, c'est négatif. Par exemple, même si vous vous rendez compte demain qu'une personne vous déteste, parce que peut-être qu'elle l'a dit, tout simplement, que vous avez des échos, qu'elle a un comportement méchant envers vous, au lieu de stresser et d'en avoir peur, vous auriez plus ce côté intuition, en mode « Ah ok, elle m'aime pas. Bon, voilà. » C'est un fait, en fait. L'intuition, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez factuellement et qui... Enfin, c'est pas qu'il y a aucune émotion qui survient suite à ça, parce que vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère après, mais il n'y a pas cet aspect de peur, il n'y a pas ce stress, il n'y a pas cette boule au ventre. C'est vraiment juste, je sais que c'est comme ça, maintenant à voir comment je réagis, enfin qu'est-ce que j'en fais, mais l'intuition en soi, elle n'est pas censée vous faire aussi peur. L'anxiété, c'est ça qui vous met des spirales dans la tête, où vous surréfléchissez à tout. Si c'est de l'intuition, vous n'avez pas besoin de surréfléchir, parce que c'est factuel en fait, c'est là, c'est concret. Et je sais que ça c'est difficile à trouver, l'intuition c'est un truc à travailler en vrai, même moi j'ai eu beaucoup de mal alors que j'ai toujours cru être quelqu'un de très intuitif, en soi je pense que je le suis quand même, mais après il y a des gens qui sont naturellement intuitifs, dans ce cas là croyez-vous en fait, vraiment prenez confiance et je pense que l'intuition elle se
travail en ayant de plus en plus confiance en nous-mêmes parce que c'est vraiment quelque chose, enfin une voix qu'on entend dans notre tête qui est de plus en plus claire dès lors qu'on se fait confiance et qu'on se croit dans ces moments-là. Et maintenant, même si ça se rejoint quand même un peu, je vais parler du coup de vraiment dans le cadre professionnel quand vraiment on veut se lancer dans tel ou tel projet. Après, je vais surtout parler des projets artistiques parce que c'est ceux qui me parlent le plus, c'est ceux que je connais le mieux, mais je pense que ça peut se juxtaposer à beaucoup d'autres choses dans lesquelles vous voulez vous lancer. Par exemple, si vous voulez quitter votre travail pour en trouver un autre, ou si vous voulez complètement faire une réorientation, ou vous lancer dans un projet, je sais pas, informatique, que sais-je. Bref, tout ça, ça peut, enfin, ça va rentrer dans le même sujet. Mais du coup, dans ces moments-là, je sais à quel point ça peut faire peur le regard des gens autour de nous. Et limite, ça importe plus des fois que le regard des inconnus parce que on a l'impression que devant ces gens-là, on changerait. Je pense que vous captez ce que je veux dire si jamais c'est une volonté que vous avez de vous lancer dans un projet. Je pense qu'on a peur d'à quel point est-ce que les gens vont se dire mais elle se prend pour qui cette meuf en fait ou ce mec, enfin il ou elle nous fait quoi là. Ça change totalement de ce que j'avais imaginé de lui ou elle et je pense que ça aussi des fois ça on pense pas forcément à des gens hyper proches de nous qui nous aiment, du coup dans ces moments-là on pense à des gens qui nous connaissent peut-être pas trop, mais qui sont proches de nous, mais qui ne nous connaissent pas jusqu'à se dire ah oui peut-être que cette personne-là elle aime bien ça. Par exemple imaginons que là vous voulez vous lancer dans la musique, alors que les gens ne savent pas du tout que vous faites de la musique parce que c'est un truc que vous avez gardé pour vous, vous avez tellement peur de vous montrer parce que vous avez peur des critiques etc. que vous avez vraiment gardé ça pour vous, et bah dans ces moments-là je pense que vous avez limite plus peur du regard des gens qui ne vous connaissent pas, du coup, qui vraiment ne savent rien de vous, qui ne se doutent même pas que vous avez un penchant pour la musique. Et du coup, je trouve ça déjà dommage d'apporter autant d'importance à des gens qui ne vous connaissent pas. Moi, je trouve ça important et je trouve qu'on se le doit à nous-mêmes de s'entourer de gens, dans tous les cas, qui veulent notre bien. Et pour moi, quelqu'un qui veut notre bien, quel que soit notre projet, à part s'il est hyper problématique, quel que soit notre projet, ils sont censés être derrière nous et nous applaudir. Et je dis pas de dire oui à tout et dire amen à tout. Si jamais il y a des critiques constructives à faire, il y aura des critiques constructives à faire, mais je trouve ça important que, même si c'est un projet que par exemple moi je comprendrais pas, par exemple comme j'ai dit, je sais pas, quelqu'un veut se lancer dans un projet informatique, je sais pas c'est pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est peut-être parce que je m'y connais tellement pas que voilà, mais je serais en mode trop bien, franchement slay, incroyable, et il y a aucune partie de moi où je serais en mode mais pourquoi est-ce que t'aimes l'informatique, toi t'es bizarre, et puis ça marcherait pas, et puis cette industrie elle est saturée, gna. Enfin, je veux dire, les gens qui pensent comme ça et qui sont hyper cyniques et pessimistes avec vos projets, moi je suis désolée, mais soit vous en parlez plus à eux, tout simplement, parce que moi je trouve qu'ils méritent pas non plus l'accès à votre joie en fait. C'est bizarre dit comme ça, mais moi je déteste les gens qui descendent un peu les autres quand ils sont un peu heureux dans quelque chose, et du coup j'ai pris cette habitude de quand je ressens ça avec quelqu'un, donc quand je commence à ressentir que dès que je parle d'un truc, la personne limite elle est saoulée ou elle me descend pour un truc, bah je t'en parle plus en fait. Genre t'as plus accès à la partie de moi qui est heureuse ou qui est excitée pour son projet, t'en entendras plus parler et c'est tout. Et voilà, t'as perdu l'honneur en fait de faire partie des gens qui en sachent plus sur mes projets. Et je me dis du coup c'est important aussi d'établir ce genre de limite avec les gens autour de vous. Donc si jamais vraiment il y a des personnes autour de vous qui prennent mal vos projets perso, bah ça dégage en fait. Genre tout simplement vraiment moi pour ce genre de truc j'ai pas beaucoup de tolérance je vous avoue. Après bon j'avoue que j'ai grandi sans beaucoup de tolérance de base. Moi faut limite que j'apprenne à en avoir, mais dans ces moments là ça me sert honnêtement de pas avoir de tolérance et d'avoir grandi avec une sorte de fierté vis-à-vis de ça, parce que moi je me dis franchement si t'es dans ma vie pour me descendre et pour critiquer tous mes projets ou pour me juger de loin même, hein, si je sens, parce qu'on sent ce genre de truc des fois, même si encore une fois on peut des fois se faire des films, hein, je vais pas vous mentir, mais si on sent que la personne est vraiment malveillante et que par exemple dans notre dos elle va nous critiquer ou quoi, mais en quoi cette personne a l'honneur de rester dans votre vie en fait? En quoi cette personne est bonne pour vous? Enfin moi je vois pas. Donc du coup moi je me dis autant vivre sa vie et ne pas, comme je disais tout à l'heure, laisser plus de place à ce genre de personnes dans notre vie pour nous faire du mal et pour nous faire surréfléchir à tout, alors que genre elles ne servent à rien là actuellement dans votre vie, vous voyez. Vraiment quelqu'un qui vous critique H24 qui n'a rien d'autre à dire sur vos projets que chiant, je sais pas pourquoi tu fais ça, franchement c'est un peu nul, je soutiens pas de ouf, enfin, vraiment non. Et d'ailleurs j'avais vu un autre réel Insta, voilà c'est fou à quel point mes rêves c'est que Instagram et TikTok finalement, mais il y avait une personne qui avait dit que quand on veut par exemple même se lancer sur les réseaux, on a très souvent peur du regard plus des proches que du regard des inconnus, parce qu'en fait
on se dit sincèrement que ses proches vont nous voir par un prisme différent. Et en soi c'est vrai, dans le cadre des réseaux, je pense que nos proches peuvent nous voir dans un truc différent. Moi je peux utiliser mon exemple personnel. Dans ma vie de tous les jours, je suis pas exactement comme sur les réseaux, c'est impossible en fait. Genre on montre pas les mêmes facettes à tout le monde et je trouve ça d'ailleurs normal, faut pas vous en vouloir si vous êtes pareil. C'est normal de pas montrer la même facette de nous à tout le monde, ça veut pas dire qu'on manque d'authenticité. Des fois c'est juste que, comme je dis, des relations qui ont ou pas de la compatibilité et de la complicité. Et moi, s'il n'y a pas trop de complicité sur des trucs, bah je vais pas me montrer ma partie de moi hyper axée développement personnel, hyper axée émotion comme je fais sur les réseaux. Parce que j'avoue que sur les réseaux, je suis limite plus vulnérable que je ne le suis dans la vraie vie parce qu'en fait c'est mon art. Mon art ou du coup mon podcast, etc. Et du coup ça c'est des choses très perso que je vais pas dire à tout le monde autour de moi. Donc évidemment j'ai moi-même eu cette peur dans ma tête de me dire mais là si les gens me voient sur les réseaux et me voient dans la vraie vie, qui se disent qu'il y a une différence, ça me fait chier. Honnêtement, il y a un moment, c'est une de mes grandes peurs où je me disais, mais j'ai vraiment sincèrement peur que les personnes me voient comme une fake un peu, vous voyez, comme une fraude, comme une meuf qui sur les réseaux se fait passer pour, alors que dans la vraie vie, elle n'est pas. Vous voyez, et je déteste en soi les gens comme ça dans la vraie vie, donc je comprends aussi ce sentiment-là, mais d'un côté, il faut aussi qu'on accepte que on ne montre pas toutes les parts de nous à tout le monde, même des fois les gens les plus proches, parce que juste en fait ça demande beaucoup de vulnérabilité de se montrer vraiment one on one avec quelqu'un. Par exemple, il n'y a que avec mes amis très proches avec qui je vais parler de tout ça. Vous voyez tout ce que là je suis en train de vous dire, toutes mes pensées profondes sur la vie, sur tout ce que vous voulez. Et ben je parle pas de ça avec tout le monde parce qu'il y a des gens avec qui je préfère juste rigoler et parler de trucs cons et voilà, de pas aller en profondeur parce que soit la personne je me dis qu'elle ça l'intéresserait pas, soit parce que je me dis peut-être qu'on pense pas les mêmes choses de de ce truc là et donc du coup j'ai pas envie de me lancer dans des débats interminables avec des gens sur des trucs qui pour moi que pour moi je comprends. Par exemple la spiritualité, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas spirituels et ben j'ai pas envie de parler spiritualité avec quelqu'un qui n'est pas spirituel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu logique, on n'a pas envie d'être jugé pour nos valeurs profondes et ce dont on croit. Et je trouve ça assez normal. Mais du coup, je sais que j'ai longtemps eu cette peur, mais au bout d'un moment aussi j'ai commencé à me dire mais en fait meuf, accepte que ta vulnérabilité, ça fait partie de toi, juste tu fais le choix de le montrer ou pas à certaines personnes. Les personnes les plus proches de moi ne sont pas du tout choquées de mon empreinte sur les réseaux, de ce que je fais sur les réseaux. Vraiment, les gens qui me connaissent et qui savent à quel point je suis émotive et à quel point je suis hyper dans les émotions, dans l'amour, dans... je sais pas si vous savez d'ailleurs, parce que ça se trouve vous écoutez ce podcast mais vous savez même pas qui je suis, mais sur les réseaux j'écris beaucoup de poèmes, je suis écrivaine de base, je suis en train d'écrire un roman d'amour. Et aussi je poste des textes, enfin bref, je suis assez entre grosses guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais entre grosses guillemets, je suis un peu gnangnan sur les réseaux des fois. Et j'aurais pu, enfin et j'ai eu peur d'ailleurs longtemps d'à quel point est-ce que les gens vont trouver justement que je suis gnangnan et que je suis chiante et que la meuf elle parle que d'amour, elle parle que de make-up, elle parle, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de peur là-dessus, mais honnêtement les gens qui me connaissent vraiment et qui sont vraiment proches de moi et pour qui la vie est important entre guillemets, pas le plus important, mais que je pourrais prendre en compte parce que c'est des gens que j'aime vraiment et qui me connaissent, ces personnes-là ne me jugent en aucun cas pour ça. Parce qu'elles savent qui je suis, encore une fois. Et si jamais du coup, là j'ai peur, bah c'est juste que j'ai peur des gens qui ne me connaissent pas à ce point-là, avec qui j'ai pas été aussi vulnérable, à qui j'ai pas autant parlé. Mais dans ce cas-là, est-ce que ces personnes ont vraiment un dire sur ce que je fais? Et est-ce que le jugement de ces personnes importe vraiment, sachant que je ne me sens même pas assez safe avec eux pour aller jusqu'à me confier, pour aller jusqu'à exprimer tout ça en fait? Non, bah dans ce cas-là, on oublie aussi. Genre c'est pas eux qui décident ce que je vais faire ou pas sur les réseaux et je trouve ça tellement dommage parce que ça arrive très souvent que j'entende des gens autour de moi me dire mais j'ose pas me lancer dans l'art, dans les réseaux et tout parce que c'est hyper vulnérable et d'être comme ça aux yeux de tous ça fait peur et je suis d'accord hein, je vais pas minimiser la peur que c'est parce que malheureusement, moi je vais le dire dans chaque épisode, mais la société fait que on juge un peu plus les émotions des gens plutôt, enfin limite on protège la non-vulnérabilité plutôt que le fait d'être vulnérable. On pousse pas les gens à s'aimer, on pousse pas les gens à être émotifs, on pousse pas les gens à suivre leurs émotions, à être proches de leurs émotions. C'est plutôt l'inverse, on veut les bloquer, créer des murs en fait. Et je trouve ça dommage. Et donc du coup, moi je vais pas laisser des gens comme ça qui ont cette mentalité là
juger ce que moi je fais, alors que moi je suis contente de ce que je fais et que limite sur les réseaux je me trouve hyper authentique. Et c'est bizarre, sachant que je vous ai dit d'ailleurs que je suis pas pareil sur les réseaux que dans la vraie vie. Ça veut pas dire que je fake. Là je suis pas en train de faker, hein. Là tout ce que je suis en train de vous dire c'est totalement moi. Je me sens limite hyper Marivonne quand je vous dis ça. Mais c'est une question de... Je sais que dans la vie de tous les jours, je peux paraître des fois un peu réservée, un peu plus timide, même si j'aime pas trop ce mot parce que je trouve qu'il est un peu utilisé à mauvais escient. Des fois, c'est pas vraiment la timidité, c'est de la sélection aussi. Je sais que moi, c'est pas toujours que j'ai peur d'aller voir les personnes, même si ça arrive des fois, c'est plus que j'ai juste pas envie, des fois, de dire certaines choses à certaines personnes. Et on va me taxer comme une meuf timide parce que j'ai pas voulu être aussi vulnérable ou aussi profonde, entre grosses guillemets. Car je suis la meuf hyper profonde, mais... je sais que des fois je n'ai pas envie d'aller jusque là avec quelqu'un et on va me taxer de meuf timide, alors que c'est pas ça. Et du coup, quand ils me voient sur les réseaux, ils peuvent se dire oh, putain, trop bizarre cette meuf, genre en mode pourquoi est-ce que sur les réseaux elle fait genre la meuf qui parle de tout, la meuf hyper sociale entre guillemets, la meuf hyper dans les émotions et tout, alors que dans la vraie vie elle fait que des blagues connes, et parce que je fais beaucoup de blagues connes, faut le savoir. Mais même moi en vrai, hein, vous savez, je pense que ça c'est des trucs aussi à voir en interne dans nous-mêmes, parce que tout revient toujours à nous. Ça c'est un fait, et je sais que moi cette peur que j'ai eue du coup vis-à-vis de ça, ça relevait beaucoup du fait que même moi je m'étais un peu perdue dans mon identité et je savais pas trop qui j'étais entre la meuf qui passe sa vie à rigoler, parce que moi je suis, faut le savoir, dans la vie de tous les jours, je suis très drôle, voilà, je viens totalement de m'auto-complimenter, mais je trouve ça important de savoir quelles sont nos qualités aussi. Je me trouve très drôle pour un certain type d'humour évidemment, pas tous, mais du coup je sais qu'il y avait cette partie-là où des fois je peux être très légère en fait dans ma vie avec les gens, et sur les réseaux être très dans la lourdeur entre guillemets des émotions, comme j'ai dit, de la vulnérabilité, du développement personnel, etc. Et du coup, même moi j'étais en mode mais du coup qui suis-je entre tout ça, parce que c'est hyper paradoxal, ça va pas ensemble en fait. Quelqu'un qui rigole autant, qui se prend pas au sérieux, mais qui en même temps se prend beaucoup au sérieux. On dirait un truc qui n'arrive pas à se matcher ensemble. Mais j'ai compris au fur et à mesure du temps que finalement beaucoup de choses peuvent coexister ensemble, et que ça veut pas, enfin ça fait pas de moi quelqu'un de fake parce que dans la vraie vie je rigole plus que je parle de développement personnel, parce que je pense que si j'allais voir tout le monde que je connais autour de moi, même des connaissances avec qui je suis pas très proche, et je commençais à leur dire alors toi est-ce que t'as fait une introspection sur toi hier, je serais chiante, vous voyez. Donc je pense que c'est aussi normal que tout ce qu'on monte sur les réseaux ou tout ce qu'on veut faire sur les réseaux, que ce soit des projets artistiques ou quoi, ça ne résonne pas exactement avec notre vraie personnalité dans la vie de tous les jours, et je trouve ça normal. Et si quelqu'un encore une fois vous juge pour ça, c'est qu'elle ne comprend pas déjà ce que c'est d'être artiste, et que la personne aussi n'est pas très proche de vous, parce que comme j'ai dit, j'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas artistes, mais qui comprennent de fou malade ce que je fais sur les réseaux, parce qu'ils me comprennent moi, et parce qu'ils savent comment je suis, ils savent que je suis paradoxale, que j'ai deux facettes, on a tous même plus que deux facettes d'ailleurs, hein, mais c'est normal. Et du coup vraiment que les gens qui vous critiquent vraiment sincèrement et qui sont proches de vous, mais ça dégage pour de vrai. Et moi en fait je suis tellement pour maintenant les relations où on se pousse vers le haut et tout, que je trouve ça trop important. Et aussi je sais qu'on a très souvent peur, par exemple des... Vous savez, d'être vu comme une try-hard. C'est un terme américain, enfin américain, anglais, que j'aime beaucoup, qui veut dire qu'on essaye trop, qu'on en fait trop, qu'il y a vraiment ce truc-là de trop, too much quoi. Et on est souvent vu comme des personnes qui en faisons trop quand on est sur les réseaux, parce que bah, les réseaux, il y a ce truc-là de... vous savez, je sais pas, des gens sur TikTok qui vont pousser un peu leur personnalité. Il y en a qui vont... même moi, par exemple, quand je mets des textes très profonds et très lourds sur les réseaux, des textes sur l'amour, sur le fait d'avoir le cœur brisé et tout, des fois je suis très bonne humeur et je poste ça, vous voyez, j'ai l'impression du coup de pas être en accord avec, enfin être en cohérence avec moi-même quand je poste un truc hyper triste et tout, alors que dans la vraie vie je suis une personne assez joviale en vrai. Mais du coup dans tout ça on a juste honte d'être vu comme quelqu'un qui essaye tout simplement, quelqu'un qui se montre, quelqu'un qui veut pousser ses projets et tout, on a peur d'être vu comme une ou un forceur. Et je trouve ça hyper dommage, mais après ça j'aurai un épisode à part entière sur la peur d'être cringe, parce que je pense que dans les projets artistiques surtout, l'une des premières peurs qu'on a, c'est la peur d'être cringe, ou le fait de se montrer, c'est qu'on a peur d'être vu de manière un peu bizarre ou d'être jugé parce qu'on pourrait être gênant ou gênante. Mais du coup ça, j'aurai tout un autre épisode là-dessus parce que c'est beaucoup trop long, j'ai trop de trucs à dire sur ça, mais du coup ça va un peu rejoindre cet aspect-là. Et maintenant on va passer à la partie 2 du coup sur le regard des inconnus qui ont sur nous, et à quel point est-ce qu'on a peur aussi de ce regard-là.
Comme tout à l'heure, je vais commencer dans le cadre relationnel, donc dans la vie un peu de tous les jours, et ça va rejoindre un peu la première partie, parce que la conclusion générale, ça sert forcément qu'on s'en fout du regard, encore plus limite des inconnus, j'ai envie de vous dire, mais je sais que dans le cadre relationnel, enfin quotidien qu'on peut avoir, des fois on peut avoir peur de à quel point des gens qu'on va rencontrer, enfin qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Vous savez, par exemple, imaginons que vous allez à une soirée, ou que vous allez rencontrer des amis d'amis, on a peur de ce qu'on va projeter, parce qu'on a peur de juste être mal vu, je sais pas, qu'on nous déteste encore une fois peut-être. Mais la question à se poser à ce moment-là, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on a aussi peur de la vie d'un inconnu sur nous? Après, je pense que vous savez maintenant, mais il faut toujours voir en nous-mêmes pourquoi. Et je pense que c'est souvent l'ego qui parle en premier, parce que c'est un truc un peu égocentrique aussi de vouloir être aimé par tout le monde. Je sais qu'il y a un moment dans ma vie où je voulais juste me dire, mais je veux que tout le monde m'aime, et ça me ferait trop plaisir. Et comme ça, genre, en fait, il y a ce truc égocentrique où je me dirais, bah si tout le monde m'aime, et bah tout le monde m'aime, vous voyez. Donc je suis juste une bonne personne, ça veut dire que je suis une bonne personne si tout le monde m'aime. Déjà, c'est pas forcément vrai. On va prendre l'exemple des gens populaires au collège et au lycée, c'était pas forcément des bonnes personnes et tout le monde les aimait, hein, donc voilà. Mais du coup, c'est souvent l'ego qui parle en premier dans ces moments-là, et je trouve que pour réussir à se sortir de ce truc-là, de ce truc d'ego, c'est de se dire qu'en fait la vie n'est qu'une expérience, une grosse expérience, et de tout voir comme une expérience. Parce que en fait, une expérience, il n'y a pas de jugement sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, il n'y a pas de jugement sur est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on m'aime pas. C'est plus... on va voir ce qu'on va vivre en fait. Par exemple là, comme j'ai dit, si je vais à une soirée, que je vais rencontrer des amis d'amis, et bah au lieu de me dire est-ce qu'ils vont m'aimer, il faut que je me fasse aimer à tout prix, il faut que je sois hyper, vous voyez, lovable. Genre, je sais pas, le mot aimable en français ça veut pas dire la même chose, mais il faut que j'arrive à me faire aimer quoi en gros. Et bah au lieu de se dire ça, je vais dire bah je vais vivre l'expérience. Ça veut dire que je suis ouverte à toutes les fins. Ça veut dire que si quelqu'un ne m'aime pas, ça fera partie de l'expérience. Genre vraiment, je veux juste vivre ce que je dois vivre. C'est tout. C'est un lâcher prise finalement. C'est tout sur, enfin ça repose sur ça le podcast de manière générale, c'est vraiment cet aspect là de venez on lâche prise sur la vie et on se dit juste on vit ce qu'on a à vivre parce qu'on doit expérimenter ce qu'on a à expérimenter. En plus pour moi, on peut pas toujours, même limite presque jamais, on peut pas vraiment contrôler notre vie parce qu'elle est prédestinée, même si on a des choix quand même dans la vie, mais on est prédestiné à certaines choses, ou sinon on nous donne l'opportunité pardon, de faire certaines choses. Et dans ces cas, dans ces moments-là, vu qu'on n'a pas 100% le contrôle dessus, autant juste se dire bah j'y vais, et si une personne m'aime pas, bah elle m'aimera pas. Et puis voilà. Et si quelqu'un m'aime trop, et ben m'aimera trop et on sera besties et puis voilà, c'est génial, vous voyez. Mais vraiment de partir en juste se disant je dois vivre l'expérience que je dois vivre, peu importe ce que c'est, je suis ouverte en fait. Il y a un peu cet aspect de curiosité et de pas tout baser sur la conclusion de la chose. C'est comme dans les relations amoureuses, on peut aller à un date en se disant est-ce que la personne va m'aimer ou pas m'aimer, si elle m'aime pas c'est horrible en fait. Bah non, vous aurez juste vécu un date un peu entre guillemets nul, mais un date où il n'y avait pas de compatibilité, mais je veux dire, vous allez en vivre plein dans votre vie. Normalement, pas tout le monde, hein, mais. Non, pas normalement d'ailleurs, c'est pas. J'ai pas envie de mettre une banalité sur le fait de vivre plein de dates, parce qu'il y en a plein, même moi, la première, j'ai vraiment pas vécu beaucoup de dates dans ma vie. Mais tout ça pour dire que d'aller dans dans ce genre de choses, et je vais réutiliser l'exemple du date, mais en se disant juste ah mais si il ou elle ne m'aime pas, bah c'est horrible, vraiment, j'ai passé une soirée vraiment chiante, ce sera horrible et tout, et bah de plutôt se dire bon vas-y j'y vais parce que je suis curieuse en fait de ce qui va se passer. Et je sais pas en fait, on peut pas savoir si la personne, c'est le but même d'un date, hein, on peut pas savoir si on est fait pour être ensemble ou pas, et c'est le but même de se rencontrer, c'est vraiment de voir, d'essayer de jauger. Et du coup c'est pour ça qu'aussi vous savez on demande souvent mais qu'est-ce que je peux faire dans le date pour que je plaise à la personne. Mais déjà, vous savez même pas si la personne elle vous plaît, c'est vu que vous la connaissez pas. Vous avez jamais fait de date avec la personne. Donc pourquoi se focus autant sur à quel point est-ce que moi je dois plaire à la personne, et pourquoi pas juste se dire déjà je vais attendre d'arriver, de voir si la personne elle me plaît. Si elle me plaît, bah ça va, il y a peut-être un truc naturel qui va se créer aussi. J'ai pas besoin de forcément avoir des moves, avoir des pick-up lines, avoir un truc, tu vois. Enfin genre, je peux juste être moi-même et ça va fonctionner. Et puis voilà. Et si jamais ça doit pas fonctionner, bah ça fonctionnera pas, tout simplement. Alors que très souvent quand on va à un date, on se stresse d'avance parce que on ne sait pas si on va plaire. Alors que la vraie question c'est déjà est-ce que l'autre personne va nous plaire. Donc au lieu de juste être dans ce monde un peu égocentré où on pense beaucoup à nous-mêmes et beaucoup à ce que nous on projette, de même nous
nous laisser vivre l'expérience pleinement en nous disant bah déjà est-ce que nous on va se plaire à telle ou telle soirée ou quoi. C'est déjà une question importante je trouve de voir ça dans ce prisme-là plutôt que d'avoir peur en fait. Et après je sais que il y a beaucoup aussi des moments dans la vie où on a peur que les gens nous aiment pas, qui relèvent de l'anxiété sociale, comme j'ai dit au tout début. Par exemple, le fait de sortir très souvent dehors et de se sentir malaisé. Je sais que je ressens souvent ça. J'ai l'impression, je sais pas, dans la rue je peux me taper la honte. Je sais pas, moi j'ai vraiment ce sentiment des fois de oh non non, là c'est terrible. Je sais que des fois je laisse passer des voitures et je fais genre je veux pas traverser la route juste parce que je veux pas que la personne croie que je traverse mal la route et que je suis chiante parce que je traverse trop lentement ou quoi. Enfin vous voyez l'anxiété sociale ça peut aller loin, mais du coup comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à aller consulter pour ce genre de truc parce que ça peut être beaucoup plus profond, parce que c'est un truc vraiment trop ancré dans notre quotidien et qui peuvent pas toujours partir comme ça du jour au lendemain. Et c'est normal, enfin c'est compréhensible. Mais je sais que dans ces moments-là, maintenant que j'arrive à prendre du recul sur ça, bah, très souvent c'est que notre regard sur nous-mêmes, hein, parce que je pense que même, imaginons votre ami vous dit ah bah j'étais dans la rue et j'ai l'impression que je me suis tapé la honte parce qu'il y a une dame elle m'a regardé. Et bah vous allez vous dire bah non, je pense qu'il y a rien. En vrai, je sais pas, les gens ils regardent comme nous, ça nous arrive de regarder des gens, même des fois je regarde des gens parce que je les trouve trop bien habillés. Des fois c'est pas forcément négatif de regarder des gens dans la rue, même si, petite parenthèse message, si vous êtes un homme et que vous fixez des meufs, vous êtes bizarre, même si vous la trouvez belle et qu'il y a rien de négatif, arrêtez de faire ça, je vous en supplie, parce qu'en fait, là c'est d'autres problèmes. Mais bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais il y a plein de fois où je peux regarder quelqu'un dans la rue parce que vraiment je trouve la personne trop belle ou trop stylée, trop bien habillée, super unique et tout. Et je veux rien de mal, enfin je pense rien de mal. Et donc du coup de directement se dire si la personne m'a regardé quand j'ai fait telle ou telle chose, c'est qu'elle m'a critiqué de comment je l'ai fait. Elle trouve que je suis une personne chiante dans comment je l'ai fait et tout. Et bah là encore une fois c'est un truc à voir avec nous-mêmes pour ne plus tomber H24 pardon, dans cette parano, parce que c'est invivable en fait de dès qu'on sort de chez nous de se dire ah je vais me taper la honte ou telle personne m'a regardé ou voilà il s'est passé ci ça. Et faut savoir que si on est en plus sincèrement mal jugé par des gens, on n'est pas jugé, enfin on n'est pas mal jugé par des gens bienveillants, et dans ce cas-là on s'en fout enfin si c'est des gens malveillants qui nous jugent, et bah c'est des gens malveillants et puis voilà, genre leur avis compte pas. Alors que si nous par exemple, je sais pas, je vais voir une personne tomber dans la rue, au lieu de me dire oh la meuf elle s'est tapé la honte, elle est tombée, je vais avoir de l'empathie, je vais dire ça va, tu t'es pas fait mal, etc. Et à aucun moment je vais me dire oh là là, à part si la personne veut bien en rigoler avec moi je suis toujours pour le fait de rigoler aussi des trucs, mais si la personne ne rigole pas et que alors là bah, je vais pas rigoler d'elle ou de lui. Et du coup, faut se dire que dans ces moments-là, moi je m'attends à la même empathie et compassion envers les gens. Si jamais je tombe et que je me fais vraiment mal, bah voilà, bah dans ce cas-là, les gens qui seront bienveillants, ils viendront m'aider, et ceux qui le sont pas, et bah qui me calculent pas en fait. Et si... Enfin, je sais pas comment le dire, mais j'ai toujours eu en fait cette volonté d'être un peu parfaite dans la rue, justement ce truc là de tomber, j'ai toujours eu peur de le faire ou de me taper la honte de quelconque manière en fait, mais du coup tomber c'est on va dire la chose la plus caricaturale et la plus visuelle que je peux vous donner, mais du coup je sais que j'ai toujours eu peur de ce truc là, d'être en public et de me taper la honte, parce que moi je veux être parfaite en fait, moi je veux qu'on me considère comme la meuf bien, tout le temps, carré et tout. Mais rien que ça sera aussi un autre épisode, hein, parce que le perfectionnisme envers nous-mêmes, c'est un truc qui nous tue, en fait, petit à petit feu, on se bouffe de l'intérieur à force de vouloir être parfait ou parfaite, et c'est vraiment la pire des idées sur Terre, parce que ça peut nous apporter plein d'autres problèmes. Mais du coup, je sais que j'avais eu beaucoup longtemps, et des fois je l'ai encore, hein, mais beaucoup moins qu'avant, cette peur de paraître bête dans la rue, de paraître ridicule, mais plus le temps passe et plus aussi j'ai d'anecdotes où les gens autour de moi ont d'anecdotes où ils ont agi comme des cons et des teubés dans la rue, que je me dis mais en fait c'est juste drôle, venez on en rigole de tout ça, venez si jamais je tombe et que je me fais pas trop mal, et bah je suis déjà d'ailleurs tombée, je vais vous raconter une petite anecdote, je suis tombée en plein milieu des Champs-Élysées le jour de mon birthday, du coup vraiment j'étais en mode ça commence bien cette année, mais j'étais en train de marcher dans les Champs-Élysées et là il y a mon pied qui se prend dans une marche, dans une mini marche, enfin vous savez une marche de 3 cm, genre je l'avais pas vue, et vu que je traîne un peu des pieds, bah mon pied il s'est pris dedans et je suis tombée en deux temps. Ça veut dire que vraiment mon pied a tapé contre la marche, et là je me suis
mis sur les genoux, je me suis écroulée sur les genoux, et là, une fois sur les genoux, mon corps, enfin, il y a eu un truc de la gravité où mon corps, il allait vers l'avant, du coup, j'ai fait genoux, quatre pattes. Genre vraiment, c'était en vrai super drôle. Franchement, aujourd'hui, quand j'ai le retour dessus, c'est hilarant. Alors que sur le moment, j'étais tétanisée parce que je me disais, mais dans la rue des Champs-Élysées, il y a tellement de monde. C'est une dinguerie, tout le monde me voit. Genre, tout le monde m'a vu tomber. Et déjà, personne n'est venu m'aider. Pas très gentil. Mais en vrai, bon, c'est passé très vite, donc je n'en veux à personne. Mais en vrai, aujourd'hui, j'en rigole de malade parce que c'est super drôle. Et j'ai plus ce truc-là de oh putain, tu t'es tapé la honte. Regarde, imagine, les gens ils vont se dire t'es ridicule, genre. Oh, je m'en fous. Et même, je sais pas, si on a nos règles dans la rue en tant que meuf, venez, on s'en fout. Venez si on a une tâche, on se dit que c'est naturel parce qu'on est des meufs. Et c'est dur à déconstruire. Parce que, comme d'hab, je vais le répéter à tous les épisodes, la société ne nous aide absolument pas dans ces trucs-là. Et c'est à nous de déconstruire mentalement des stigmates qu'on nous a mis dans la tête. Et ça, c'est hyper dur à faire et c'est hyper injuste. Je vais pas l'enlever. Mais pour nous-mêmes, pour notre santé mentale, venez, on essaye de déconstruire ce truc-là. Et venez, on se dit, si jamais on a nos règles, si jamais on marche avec du PQ sur notre chaussure, on s'en fout, genre, c'est pas la honte, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de honte à avoir dans ça. Et puis les gens que dans la rue, vous les reverrez jamais, hein, vraiment. Et même au pire, honnêtement, s'il y a quelqu'un qui est rentré chez lui de ce jour-là où il m'a vu tomber sur les Champs-Élysées et qu'il est parti voir sa famille en disant ah, vous savez pas quoi, aujourd'hui il y a une meuf qui est tombée dans la rue et tout, en 2 temps, elle a fini à 4 pattes genre dans la rue, et bah, si je leur ai fait, si c'était rigolerie, bah rigoler. Franchement, je me suis pas fait mal, ça a été, ouais, enfin, venez, c'est pas grave si on en rigole, et moi limite je préfère vraiment les gens un peu étranges, entre guillemets, avec qui rigoler des trucs de cons comme ça, que des gens qui se prennent trop au sérieux, et qui sont toujours, ah je me regarde, enfin comme ça en mode, est-ce qu'on me regarde, est-ce qu'on me regarde, oh non, trop la honte, j'avais du rouge à lèvres sur les dents, oh non, trop la honte, j'avais ça, enfin... Venez, on essaye de juste rigoler de la vie et se détacher de ce truc-là. Et si jamais il y a des gens qui nous jugent premier degré pour des trucs comme ça, et bah qu'on les envoie se faire foutre, honnêtement, et qu'on se dise mais t'es une personne méchante. Même on peut même leur vocaliser, leur verbaliser, mais c'est méchant de te moquer ou de juger sincèrement. Genre à la limite, comme je dis, si on en rigole, encore une fois, il y a toujours des limites à la moquerie, hein, et des trucs comme ça, bien sûr. Mais si on en rigole ensemble, ok. Si jamais c'est du pur jugement, va te faire foutre, voilà. Et je sais qu'il y a une autre petite anecdote, voilà, cet épisode va être beaucoup trop long parce que j'ai beaucoup trop d'anecdotes, mais il y a une autre anecdote de fou qui m'est arrivée il y a pas si longtemps, il y a moins d'un an. J'étais partie chez l'opticien et genre moi juste il m'a demandé ma date de naissance sur son iPad et j'arrivais pas à cliquer sur le changement pour changer l'année. On était en 2025, je suis née en 2000, voilà. Donc j'avais 25 ans à refaire et j'arrivais pas à cliquer sur année, enfin ça marchait pas. Et j'avoue que j'ai pas cherché longtemps, j'ai juste cliqué une fois, j'ai vu que ça marchait pas, je me suis dit ah bah ça fonctionne pas comme ça. Dites-vous, comme une teubée, j'ai slidé tous les mois, j'ai fait par mois, de 2025 à 2000. J'ai fait ça, j'ai en train de slider, vraiment. Et au bout de longtemps, un petit moment, il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Et il m'a littéralement dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et j'ai dit bah je cherche ma date de naissance. Et il m'a dit me dis pas que t'es en train de slider par mois. Tu vas faire 25 ans par mois. Et j'étais en mode, oui, mais en fait, je sais pas comment ça marche. Et il m'a pris l'iPad, il a cliqué sur année et ça a fonctionné. J'ai juste à réessayer une deuxième fois et ça allait marcher, vous voyez. Et sur le moment, pareil, je me suis tétanisée et j'ai juste fait, ah, ok. Et après, quand je suis sortie, je me suis dit, mais oh putain, la honte, il va me prendre pour une teubée. Là, avec ses collègues, il va juste rigoler de moi en disant, cette meuf, elle est conne comme ses pieds. Alors que franchement, justement, comme je vous ai dit, moi j'ai toujours voulu être la meuf parfaite. Du coup, j'étais arrivée en mode, j'essaie d'être grave joviale, en mode, je vais être la cliente parfaite, en mode, t'inquiète, je vais te refaire ta journée. Je suis une cliente trop sympa. Voilà, bref. Et aujourd'hui, je me dis, si je lui ai fait une drôle de petite anecdote, même moi, ça me fait une anecdote, franchement, on est tous un peu teubés, un peu fatigués des fois. Oui, sur le moment, j'ai fait un move de con, et c'est pas grave. Et en plus, sachez que je travaille dans le service client. Je vais pas vous dire exactement où, mais je travaille dans le service client et j'adore les clients qui limite sont un peu teubés, je sais pas comment dire. Mais en fait, ça crée une sorte d'humanité chez les gens, vous voyez, c'est normal de pas être hyper sur le qui-vive tout le temps de tout en fait. Donc je me dis, moi il y a des clients, des fois ils me font gaulerie sur des trucs, et je me dis, mais tant mieux en fait, genre ils s'excusent en mode, oh putain, je dois paraître comme un con ou une conne et tout, je dis, non, non, vraiment, vous avez refait ma journée, vous êtes trop drôle, genre, enfin voilà, et du coup... Venez, on relâche la pression sur le regard des inconnus, même si je sais que c'est dur, hein, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu dans tout ça, mais
euh, quand ça nous arrive, on essaie d'avoir ce petit rictus de venez, on commence à en rigoler quoi. Et je vous assure que ça peut marcher. Mais ensuite, dans ce qui est du cadre professionnel, si vous bossez dans l'art et que vous avez peur du coup, parce que comme je dis, l'art, moi, c'est ce que je connais, et que vous avez peur du regard des inconnus, sachez que vous trouverez votre public et que le reste on s'en fout. Et enfin, je sais que moi des fois il y a plein de moments où je me suis dit mais imagine ce que je fais ça plaît pas aux gens parce que je suis un peu niche sur certains trucs. Par exemple la romance que je suis en train d'écrire. La romance bien sûr ça marche très bien, c'est pas niche mais le roman que j'écris, la manière dont il est écrit, c'est... Enfin moi en tout cas j'ai jamais vraiment lu de roman comme ça. Grosse pique me en mode j'écris un roman que je n'ai jamais vu ailleurs. Mais en vrai bon c'est un peu pour ça que je l'ai écrit aussi. Mais du coup, j'ai peur de base de me dire, bah imagine les gens ils aiment pas parce que c'est assez spécial en vrai. Et bah je me dis, bah je trouverai mon public. Moi j'écoute des chansons qu'il n'y a pas tout le monde qui écoute par exemple. Encore une fois, c'est pas ce truc là de pick me, c'est vraiment juste j'écoute des musiques parce que c'est mes goûts à moi perso. Mais que quand j'en parle autour de moi, les gens connaissent pas et c'est pas grave. Et pour autant, l'artiste que j'écoute, il se fait très bien sa vie, il est très bien payé, etc. Enfin, il n'y a aucun souci. Et du coup, vraiment, vous trouverez votre public. Et si on parle de haters, alors là, on va retourner dans la même chose, mais quand je vous dis qu'on s'en fout, c'est qu'on s'en fout, même si je sais que c'est dur parce que les haters, c'est violent. Et je trouve que la violence, justement, c'est un truc à condamner avant même d'écouter en fait ce qu'ils ont à dire, de juste se dire ce sont des personnes violentes. Je trouve que ça retire la véracité de leurs propos. Par exemple, des fois, on peut recevoir des commentaires un peu virulents, même si, imaginons que le fond, il est peut-être pas... ils ont peut-être pas tort sur tout, hein, des fois ils ont une vraie critique à émettre, mais s'ils l'ont fait de manière violente, je me dis, tu es quelqu'un de violent, j'ai pas envie de t'écouter. Tout simplement, je te vois, littéralement, juste je t'ai catégorisé personne violente. Et du coup, j'aime pas, et puis j'écoute pas. Et puis si quelqu'un a une critique constructive à me faire, j'écouterai. Mes deux oreilles sont comme ça dans ces moments-là. Mais sinon, c'est mort. Et je sais qu'il y avait un moment, enfin moi mon pic des haters, c'était les moments où je postais des covers sur YouTube, du coup je chantais et je jouais de la guitare et tout sur YouTube, c'était un tout autre monde, je pense que vous ne me connaissez pas depuis ce moment-là, et je chantais très mal, là je vais l'avouer, je chantais faux as fuck, ma guitare était pas toujours accordée et tout, mais je faisais de mon mieux, j'étais mineure, ok, j'étais au lycée et tout, bref. Et j'étais encore trop fragile dans ma confiance en moi et donc du coup forcément bah, je prenais grave perso quand les gens me disaient que je chantais mal et d'un côté en fait comme j'ai dit ils ont peut-être pas tort surtout, enfin je chantais mal à ce moment-là, même aujourd'hui je pourrais réécouter ces musiques et je vais cringer un peu et encore une fois je sais pas pour vous faire peur en mode sur le cringe et tout ça mais je vais cringer en mode c'est vrai que je me rends compte à quel point je chantais faux mais je ne regrette pas du tout d'avoir posté cette vidéo même si ça m'a donné quelques petits haters et tout parce que en fait, c'était important pour moi à cette époque-là de faire ça et puis j'ai testé et je me laisserai toujours l'opportunité d'y retourner si jamais j'ai envie. C'est pas un truc où je me dis je suis traumatisée, plus jamais je vais poster des vidéos de moi qui chante et tout. Là j'ai un nouveau recul là-dessus que j'avais pas avant parce que comme j'ai dit j'étais mineure, j'étais toute jeune et tout. Quand t'es toute jeune et que tu te prends des remarques un peu virulentes et tout, c'est forcément pas cool. Mais là aujourd'hui j'arrive à avoir ce recul de me dire je me laisserai toujours l'opportunité d'y retourner si un jour j'ai envie. À tout moment demain vous me voyez poster des covers sur Insta ou YouTube et vous en serez ravis d'accord. Mais je veux dire même si j'ai reçu des haters, ça ne m'a pas empêché de profiter de mon expérience et de aujourd'hui la voir comme une vraie bonne expérience finalement. En fait, je suis pas définie par ce que les autres pensent de moi, je suis définie par à quel point est-ce que j'ai pris mon pied quand je l'ai fait, à quel point c'était important pour moi, comme j'ai dit quand je l'ai fait, à quel point ça fait partie de mon évolution humaine d'avoir fait ça. Et du coup, c'est pas parce que j'ai eu des haters, ou même aujourd'hui, je peux avoir des haters hein, encore, qui m'aiment pas, qui aiment pas mon podcast, qui aiment pas mes vidéos YouTube, et bah ça m'empêchera pas de me dire que j'ai envie de continuer ou que je regretterai jamais de l'avoir fait quoi. Et nous arrivons enfin à la dernière partie qui est et si il ne t'aime vraiment pas. Alors du coup là je vais vraiment répondre à la question que vous posez tous, donc bah si quelqu'un a vraiment un problème avec moi, comment faire pour gérer? Première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est un problème que quelqu'un ne vous aime pas en vrai? Il y a moyen que là vous vous dites bah parce que moi je me considère comme une bonne personne, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai pas envie de faire du mal à une personne, j'ai pas envie, enfin voilà, il y a plein de réponses possibles à ça. Mais moi je trouve que la réponse honnête et sincère,
c'est qu'on veut juste être aimé par tout le monde parce que si on manque peut-être d'amour envers nous-mêmes déjà, donc ça c'est un truc à creuser aussi encore une fois parce que vouloir être aimé par tout le monde et ne pas comprendre que c'est normal qu'il y a des gens qu'on n'aime pas et qui nous aiment pas en retour. Enfin, je veux dire, le monde est fait de tellement de choses que de croire qu'on peut être, enfin qu'on doit être aimé par tout le monde, c'est biaisé. Vous voyez, on dirait que il y a ce truc-là comme s'il y avait une gravité à l'inverse, genre comme si c'était vraiment grave si quelqu'un ne vous aimait pas. Et on veut souvent limite se justifier auprès des personnes en disant mais si aime-moi, regarde, je suis une bonne personne, je t'assure que si t'apprenais à me connaître, tu m'aimerais bien, je suis quelqu'un de bien et tout. Mais dans quel but en vrai? Enfin, si faut forcer à ce point-là une connexion avec quelqu'un, on lâche l'affaire, hein. Enfin, je veux dire, pas besoin. Il y a assez de personnes sur Terre avec qui on peut s'entendre pour ne pas avoir à aller forcer une connexion à ce point-là. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est humain de vouloir être connecté à quelqu'un, de vouloir créer une connexion. C'est humain, c'est vraiment normal. On est des êtres faits pour vivre en communauté. Donc c'est normal si on est en solitude de vouloir être aimé par des gens. Et voilà. Il y a une différence entre rechercher de la connexion, qui est normale, et être guidé par ses peurs tout le temps. Par exemple, ses peurs du rejet, ses peurs de l'abandon, sa peur de pas être aimé. Et comme je dis, ça relève souvent du fait que nous, on s'aime pas assez nous-mêmes et donc du coup, on recherche beaucoup l'amour chez les autres parce que là, on va se dire, si quelqu'un nous aime, ça va faire que nous, on va valoir quelque chose. La vie de quelqu'un vaut plus que notre propre avis sur nous-mêmes et va essayer de le changer. Alors que pas vraiment, même si les gens ont un rôle à jouer dans notre amour à nous-mêmes, je pense pas que s'aimer soi-même, c'est un truc à faire tout seul, tout le temps. Mais c'est important d'avoir une bonne base quand même, de s'aimer à minimum, au minimum, pardon, et de pas en fait, ça nous empêche de courir après les gens, de s'aimer un minimum. C'est juste ça. Ayez au moins cette petite base d'amour qui vous permet de ne pas courir après des gens qui ne sont même peut-être pas bons pour vous et dont vous-même, peut-être que vous-même vous aimez pas des personnes des fois, mais vous allez quand même courir après leur approbation parce que tout ce que vous voulez c'est de l'approbation, c'est pas la connexion avec la personne. Parce que je pense que quand on est en recherche de connexion, on sait qu'on peut pas connecter avec tout le monde. Parce que c'est normal, c'est des fréquences, c'est des liens, c'est des énergies. On peut pas être sur la même fréquence, sur la même énergie et sur la même longueur d'onde avec le monde entier. C'est impossible. Même avec des gens qu'on aime bien. Je sais que du coup, il y a des gens qui vont dire oui, mais des fois, j'aime bien quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que la personne est même en retour. Du coup, c'est problématique. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose, que je suis bizarre, que je sais pas. Non, des fois, en vrai, c'est possible qu'on aime quelqu'un que c'est pas forcément réciproque, hein. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas forcément. Enfin, ça veut pas forcément dire quelque chose. Et si en plus la personne, on l'aime bien, mais elle nous aime pas vraiment, faut aussi qu'on se pose la question de bah, du coup, est-ce qu'on l'aime vraiment? Sachant que si elle nous aime pas, c'est qu'il y a quand même un mismatch, enfin, il y a un truc qui ne connecte pas. Donc peut-être que la raison pour laquelle on l'aime bien, c'est peut-être pour son statut, c'est peut-être pour ce qu'elle représente, mais c'est pas pour qui elle est vraiment. Parce que sinon, peut-être que là, ce serait réciproque. Si jamais on s'aimait vraiment parce qu'on connectait, qu'on était sur la même fréquence, il n'y aurait pas ces questionnements et ces doutes sur bah, est-ce qu'elle m'aime bien. Ce serait un peu plus clair. Et donc du coup, faut aussi qu'on accepte ces moments-là où on connecte pas avec les gens parce que je trouve ça hyper humain. C'est normal. Moi, il y a plein de gens avec qui je connecte pas, mais avec qui ça veut pas dire qu'on se déteste, hein. Moi, il y a des collègues, par exemple, avec qui je m'entends moyen, mais ça veut pas dire qu'on se déteste et c'est pas grave. Enfin, et même si demain ils me disaient je t'aime pas, je dirais bah en vrai, parce que enfin, c'est pas ta décision, enfin c'est pas ta décision sur est-ce que tu m'aimes bien ou pas qui va changer ma valeur. Vous voyez? D'ailleurs, j'ai un tatouage juste ici, je peux pas vous le montrer, mais du coup, c'est une ligne droite qui vient. Enfin, j'ai trouvé cette idée d'un livre sur l'anxiété, justement. Un psychiatre avait apparemment demandé à sa patiente de dessiner sur une feuille sa ligne de valeur. Donc, c'est vraiment en mode sur cette dernière année, il y a les mois, etc. Et bah, vous devez mettre à quel point vous vous êtes senti enfin à quel point est-ce que votre valeur était bien ou pas pour vous. Et par exemple cette patiente elle allait dire oh bah au mois de février j'ai eu un nouveau taf que j'aime beaucoup donc ma valeur elle monte et elle a fait vraiment un trait qui va vers le haut. Puis au mois d'avril mon copain il m'a quitté et donc du coup bah là la ligne de valeur elle descendait et après elle faisait ça en fait, elle faisait fluctuer en fonction de ce qui se passait dans sa vie. Et là, le psychiatre, il a dessiné sur une ligne droite, sur tout ça,
en disant bah non, vous voyez en fait votre valeur, elle ne change pas, peu importe ce qui se passe dans votre vie, que vous ayez un copain, que vous perdiez votre travail, que vous ayez un travail, votre valeur reste la même et la valeur que vous avez elle est importante dans tous les cas. Et du coup moi c'est hyper important ce truc là de ligne droite parce qu'en plus je suis hyper, vous savez, je dis ça dans beaucoup d'épisodes mais que j'aime pas trop la vision linéaire des choses dans la vie. Mais par contre pour moi la seule ligne qui mérite de rester une ligne qui ne fluctue pas c'est ta valeur. Et c'est un truc qui est vraiment resté en moi. Du coup, maintenant, j'aime pas en fait me dire que juste parce que quelqu'un a décidé qu'il m'aimait pas, bah, la personne a ce pouvoir de changer ma valeur. Non, il ne l'a pas du tout. Et après, par contre, il y a une importance dans le fait d'être honnête avec soi-même. Moi, je prône toujours l'honnêteté dans la vie avec les autres ou avec soi-même. Mais du coup, si vraiment on a merdé avec quelqu'un, c'est important de savoir se remettre en question et de prendre les devants là-dessus, de s'excuser, etc. Si jamais par contre vous savez que c'est pas ça le problème et qu'au fond vous avez jamais rien fait de mal envers quelqu'un qui vous aime pas forcément, et bah faut aussi vous affirmer dans cette réalisation, dans le fait que vous savez que vous avez rien fait de mal. Faut aussi des fois faire preuve de confiance en nous. On n'est pas toujours problématique dans la vie. Bien sûr qu'il y a des moments où on l'est, il y a des moments où on peut tous être un peu toxiques et tout, et c'est comme j'ai dit important de savoir se remettre en question vis-à-vis de tout ça, et c'est pour ça qu'il y a toujours un équilibre à trouver dans la vie. Mais du coup, c'est aussi important de savoir quand on n'a rien fait de grave. Et que si quelqu'un nous aime pas, bah c'est pas grave. Alors vraiment, c'est que c'est ok, c'est que là j'ai pas besoin de me remettre en question juste parce qu'une personne ne m'aime pas forcément. Voilà, ça dépend aussi des raisons qu'elle nous donne, quoi. Et faut savoir que aussi les nuances sont très importantes parce que des fois, on peut aussi avoir fait quelque chose à quelqu'un et s'excuser et après tout se passe très bien. Et du coup, c'est pas grave si la personne nous aime mais que des fois il y a un problème avec nous. Et je sais que moi en tant que personne qui a aussi très peur du conflit, il y a plein de moments où je me dis bah si jamais j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, elle va me détester. Et vraiment pareil, esprit très anxieux, très extrême, où je vais directement dans si je fais telle ou telle chose, c'est finito, la personne elle me déteste. Alors que, en fait la vie, elle est aussi faite de conflits avec les gens. Ça peut arriver que quelqu'un nous aime et qu'on on ait eu quand même une action envers la personne qui se faisait pas trop et on s'excuse et après ça s'arrange et la personne nous aime pour autant. Enfin je veux dire ça veut pas dire que dès qu'on fait un truc la personne va nous détester et que si on a un petit problème avec une personne ou qu'une personne a un problème avec nous pour un truc faut pas directement se dire à quoi donc tu me détestes parce que j'ai fait ci ça. Non des fois c'est juste qu'il y a des problèmes à régler dans les relations c'est normal. Et pour finir, si vous vous demandez du coup, parce que j'ai beaucoup parlé de l'amour de soi, mais du coup comment s'aimer davantage pour justement ne plus prendre autant perso tous ces regards-là sur nous, il y a beaucoup de choses, comme d'hab, je le répète dans tous mes épisodes, mais je vais faire des épisodes aussi dédiés à ça, mais quelques petits bullet points que je peux vous donner, c'est que c'est important de tuer ces voix qui nous descendent petit à petit dans notre tête. Parce que je sais qu'on va vite mal se parler à nous-mêmes et des fois ça devient hyper normal pour nous de mal se parler, c'est le quotidien en fait. Alors que dès qu'on sent qu'on se parle mal, faut qu'on se dise arrête. Vraiment arrête. Et pas en mode arrête forcément méchamment parce que j'ai pas envie qu'on soit encore plus contre nous et qu'on s'en veuille dans ces moments-là. Parce que c'est pas productif de s'en vouloir. Il n'y a jamais rien qui a été fait pour nous, enfin qui a été bénéfique pour nous juste parce qu'on s'en est voulu. Pour moi, on réussit pas dans la vie parce qu'on s'en veut de ouf. Au contraire, je pense qu'il faut faire preuve de compassion en mode te dis pas ça en fait parce que c'est pas vrai. Arrête de te mentir à toi-même sur quand tu te dis que t'es moche, que tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, t'es ridicule. Enfin tout ça, faut arriver à un moment à tout le temps se reprendre dès lors qu'on pense ce genre de choses. Et oui, c'est difficile hein, de faire ça. Moi, ça a été un long petit chemin de faire ça, mais c'est important de le faire et aujourd'hui je suis tellement heureuse d'avoir fait parce que j'ai réussi à amoindrir de tellement en fait ces voix-là. Genre limite je les entends très peu maintenant. Et c'est l'inverse qui prend le dessus, c'est le fait que je crois en moi qui prend le dessus. Et un autre truc qui peut aider c'est de voir tout ce qu'on apporte dans cette vie. Je sais que moi il y a un jour où j'ai fait une liste de 50 choses que j'aimais chez moi, que ce soit physique ou dans ma personnalité, et 50 choses c'est beaucoup en vrai, de trouver 50 choses, parce que même je pense que chez quelqu'un qu'on aime, trouver 50 choses qu'on aime chez la personne, faut chercher, faut broder un peu quoi. Et je me suis vraiment assise et j'ai trouvé ces 50 choses, et au début j'étais un peu réticente parce qu'il y a toujours des moments où on se dit bah non, j'ai pas autant de qualité, j'ai pas autant de trucs, mais en vrai on se rend compte
si on y réfléchit vraiment, à quel point est-ce qu'on apporte de belles choses dans cette vie, dans notre vie, dans la vie des autres. Moi, il y a plein de trucs dont je me rendais pas compte aussi, à quel point je peux apporter du bonheur dans la vie des autres. Des fois, après, c'est pour ça que j'ai dit que des fois, ça aide d'être en communauté, parce que les gens peuvent vous aider à vous aimer davantage en vous faisant des compliments, en vous justement verbalisant à quel point est-ce que vous leur apportez dans leur vie. Et voilà, du coup, je trouve que ça aide vachement d'être objectif et honnête envers nous-mêmes sur ce qu'on apporte, sans avoir peur de paraître arrogant ni prétentieux, de vraiment s'enlever tous ces filtres-là et de se dire qu'est-ce que, sincèrement, si j'avais pas cette insécurité, comment est-ce que je me complimenterais, quoi, en gros. Et une autre chose, c'est d'être nuancé vis-à-vis de nous-mêmes, d'accepter nos parts d'ombre comme nos parts ensoleillées, on va dire, enfin nos parts de lumière, et du coup de voir que ça coexiste ensemble et qu'on n'a pas à se détester pour nos parts d'ombre parce que tous les humains sur Terre en ont. Après ça dépend évidemment de à quel point c'est une part d'ombre, car il y a des trucs quand même, c'est très grave, faut pas accepter tout non plus, mais je veux dire, là je parle de petites parts d'ombre dans le sens où des fois je suis un peu égoïste, ou des fois je suis un peu maladroit, je sais pas, des trucs cons, vous voyez, des petits défauts qu'on a tous et qui existent, et il faut pas se dire faut juste éradiquer tout ce qu'on est. Un humain vient avec ses défauts, tous, même les gens que vous aimez le plus, ils ont des défauts. Et bien sûr qu'on peut se remettre en question vis-à-vis de ses défauts, mais de là à se détester pour ça, c'est pas normal. Du coup, c'est pour ça qu'il faut être nuancé vis-à-vis de ça et de se rendre compte qu'on n'est pas parfait. Et aussi, ça va nous permettre d'accepter aussi les autres à ce moment-là, parce qu'on va accepter que si nous on n'est pas parfait, les autres non plus. Et du coup, quand les gens vont faire preuve de certains trucs envers nous, à part si c'est hyper grave encore une fois, et on va pas autant mal le prendre aussi. Et la dernière chose, c'est que en fait, on est obligé, pour gagner en confiance, d'expérimenter certaines choses et de voir qu'il n'y avait pas de conséquences aussi néfastes et aussi horribles que ce qu'on était fait, enfin que ce qu'on s'était fait dans la tête, que tous les scénarios... Oula, wesh, ça y est, je vois que c'est la fin du podcast parce que je n'arrive plus à parler, mais... Vous savez, des fois, on se fait des scénarios catastrophes dans la tête et on est persuadé que ça va se passer comme ça. Par exemple, là, si je vais à cette soirée, tout le monde va me détester, en fait, parce que je suis une personne horrible, parce que c'est ça. Et des fois, il faut juste aller vivre la soirée et se rendre compte que non, c'est pas ce qui s'est passé. Après, des fois, j'avoue que à force de dire qu'on va se faire détester, inconsciemment peut-être qu'on va faire des choses pour se faire détester. Donc ça aussi il faut faire gaffe, faut réussir à se voir de manière objective dans la vie. Mais très souvent je sais que moi il y a plein de trucs que j'ai vécu où j'étais en mode oh non j'ai trop peur, ça va mal se passer, et finalement ça s'est trop bien passé. Et je me suis dit en vrai voilà j'avais pas à m'en faire. Et aujourd'hui je vais dire un truc qui peut paraître pareil hyper arrogant, hyper prétentieux, mais honnêtement aujourd'hui je suis pas étonnée quand quelqu'un me dit qu'il m'aime bien, parce que je sais ce que j'apporte maintenant dans ma vie. Et j'ai vraiment gagné cette confiance en moi en ayant fait toutes ces choses-là. Et par contre, si quelqu'un me dit qu'il m'aime pas trop, je le comprends aussi. Parce que je sais que je suis pas faite pour tout le monde. Je sais que j'ai mon petit caractère qui est propre à moi, propre à mes proches, mais qui est pas propre à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde avec qui je peux bien m'entendre, et je comprendrai si quelqu'un m'aime pas pour certains traits de ma personnalité. Par exemple, des fois, je peux être un peu dans mon monde et pas trop calculé, et puis je peux comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui trouve ça ok. Et c'est pas grave, moi je vais côtoyer des gens qui trouvent ça ok. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent me trouver peut-être, justement comme j'ai dit tout à l'heure, je rigole beaucoup et j'ai un humour un peu léger parfois et tout, et il y en a qui peuvent ne pas kiffer mon humour, ou mon humour noir par exemple. Et je vais pas rigoler avec des gens qui rigolent pas avec moi, c'est tout. Et j'ai vraiment réussi à atteindre ce stade-là grâce à toutes ces choses-là. Et du coup, comme quoi ça marche pour de vrai. Et sur ça, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé un minimum, même si je sais que j'ai répété beaucoup de fois la même chose, mais parce que je vous assure que des fois, juste se répéter qu'on s'en fout et qu'il n'y a aucune importance, et ça marche. Moi, il y a des moments où je commence à stresser, je me dis, je dois aller faire, je sais pas, par exemple un rendez-vous médical, et j'ai peur que le médecin, il m'aime pas, ou j'ai peur que le médecin, il me juge parce que j'y connais rien, des fois je pose des questions bêtes et tout, et je me dis juste... On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et à force de me répéter, au bout d'un moment, ça rentre. C'est vraiment du matrixage. Vraiment, je m'auto-matrix, mais dans un truc positif. Du coup, et ça marche, hein. Je vous assure que ça marche. Vous m'en direz des nouvelles, vous me direz si ça marche pour vous. Et sur ce, j'ai enfin fini cet épisode qui a duré une éternité. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et je vous fais des gros bisous et rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous.